ici dans l'Est, ça fait longtemps qu'on nous promet un centre sportif, puis on l'a toujours pas vu. Ouais. Est-ce que c'est... À Montréal-Nord, là. Montréal-Nord ou dans l'Est, si c'est à Rivière-des-Prairies ou t'es dans les environs, t'es pour desservir un besoin qui crie depuis tellement longtemps, puis on le dit, on cogne aux portes, puis on le dit, puis on nous donne toujours la promesse, oui, bientôt, oui. Si tu m'élues, si tu votes pour moi, puis que je suis élu, ben, ça va se faire et tout, mais finalement, ça se fait jamais. Fait que c'est beaucoup de promesses qui ont été brisées. Ouais. Je pense qu'on a l'habitude dans la politique que c'est souvent vote pour moi, puis je vais te donner ci. Une fois que la personne est au pouvoir, mais on le voit pas. Fait que si tu es au pouvoir demain matin, là, comme mairesse, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, oui ou non? Ce qui est envisageable, c'est que je vais m'assurer qu'on mette les énergies pour y arriver. Puis moi, tu sais, comme ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de cynisme par rapport à la politique, que les gens promettent des affaires puis ne le réalisent pas. Donc aujourd'hui, moi, je ne veux pas dire aux gens, si je suis élue demain matin, dans 2 ans, il y a un complexe sportif à Montréal-Nord. Mais ce que je peux dire aux gens, et que c'est mon moteur, c'est ma motivation en politique municipale particulièrement, c'est que je vais mettre les ressources, que ce soit ressources humaines et financières, pour qu'on puisse avancer sur le projet de complexe sportif à Montréal-Nord. Parce que je comprends le besoin, je comprends qu'il y a plein de jeunes qui se sentent délaissés et non écoutés par rapport à ce projet-là. Et je pense qu'il va falloir qu'on avance là-dessus. Yeah. 30. From the dub. No, really from the dub. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What it do, my people? We back. Welcome back. Le complexe. Another one. Hey, on a une invitée spéciale aujourd'hui. Yes. On est dans un moment où à Montréal a besoin d'un chef. On a des gens qui se présentent à la Besoin de changement. Ils ont besoin de changement. Donc, pour le Parti Projet Montréal, on a Gracia Katawa qui se présente pour la chefferie de Projet Montréal. Merci d'être venu. Ben merci de m'accueillir Santé. autour de cet excellent repas. D'ailleurs, shout out au traiteur, c'est très très La très signature 1804. On a super bien mangé, encore une fois, comme d'habitude. On a mangé une entrée des brochettes de plantain d'agneau. Ensuite, on avait du poisson blanc dans une sauce très goûteuse, ail, curry, brocoli, tout le kit. On avait un plateau de fruits de mer, homards, crevettes, des huîtres, crabes, all the good stuff, des pâtes au beurre, à l'ail, parmesan. Yep. Super bon. T'as aimé? J'ai adoré. Merci, Shirley et l'équipe. La signature 1804. Big shout out. Commandez. Allez les suivre sur Instagram. Événements corporatifs, événements personnels. Anniversaire. Tout. Vous avez faim, un souper. Yes. Checkez-les. Toi, Gracia, c'est quoi tu cuisines? Beaucoup moins ces temps-ci, là, je vais vous dire bien honnêtement. mais oui, une fois de temps en temps, c'est beaucoup, honnêtement, je merci à mon mari, là. C'est beaucoup lui qui prend. Si toi, t'es dans la cuisine, c'est quoi comme là, c'est la Saint-Valentin qui est passée. Ouais. C'est quoi ton plat que tu prépares pour impressionner la galerie? On est allé au restaurant. On a mangé des fruits de mer. On va safe. On est allé au restaurant, on a mangé des fruits de mer. Mais je veux dire, quand on est à la maison et qu'on veut manger comme de la bonne nourriture, soul food, un peu, on mange, tu sais, on est des Congolais, hein, donc c'est du riz avec du pondu ou des plantains avec des haricots. Est-ce que c'est comme la bouffe haïtienne, ça prend du temps à faire? Oui, ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Noël est plus rapide que moi. Mon mari est plus rapide que moi. Il y en a qui sont bons. Ma mère aussi est bonne. Elle arrive dans la cuisine, bang, bang, bang. C'est comme, moi, c'est lent, mais c'est bon, là, à la fin. Il faut que tu attendes, là. Comme à la fin, tu es content d'avoir le plat, tu sais. Yeah. Donc, ta spécialité? C'est quoi ma spécialité? Je prépare bien comme la viande, là. Tu sais, la sauce qui va accompagner le riz, là, comme poulet, viande. Ça, je suis très, très bonne là-dedans. Ça prend du temps parce qu'il y a la marinade et tout. Puis... Mais quand tu manges ça, là, franchement, ouais. Good, c'est bon, ça.
Nous sommes fiers de vous présenter notre partenariat avec le service traiteur La Signature 1804. À chaque épisode, grâce à l'équipe La Signature 1804, nous vous présenterons un menu de cuisine fusion, inspiré des goûts des Antilles et grâce aux produits du Québec. La Signature 1804 nous réinvente les repas et les bouchées classiques que les services traiteurs ont l'habitude de nous préparer. Allez tout de suite voir leur page Instagram, La Signature 1804, et envoyez-leur un DM pour pouvoir réserver vos plats. Vous ne voulez pas manquer ça. Le complexe et La Signature 1804, menu complexe qui vous facilitera la vie et vous garantit une soirée réussie. Excellent. Donc, on a avec nous Gracia, née au Kinshasa, Zaïre, émigrée au Canada à l'âge de 3 ans. C'est ça? Grandi à Québec, Sainte-Foy, Chaleur, Québec. 2019, elle obtient son bac à l'Université de Laval en sciences infirmières. Ensuite, tu viens à Montréal, tu commences à travailler à l'hôpital Juif. Tu fais 10 ans là-bas. 10 ans, ensuite, politique, mairesse dans NDG. Town. En 2021, dans le parti Projet Montréal. Donc, on a aussi là-dedans une maîtrise en droit politique de la santé. Donc, tu t'y connais quand même. T'es pas juste allé là-dedans parce que l'opportunité s'est présentée. En effet. En 2020, elle obtient un poste d'infirmière gestionnaire au CIUS. Je sais pas comment t'as fait tout ça en même temps. De 2018 à 2024. Donc, t'étais en politique. Tu continues à travailler? Non. Comment tu faisais ça? Comment tu... C'est jusqu'en 2021, en fait. Okay. Quand j'ai commencé à me lancer, j'ai arrêté. T'as arrêté tout le... Ouais. Ça fait du sens. Puis, donc, merci. Infirmière. Ouais. T'es là pour les gens. Pourquoi Montréal devrait te faire confiance dans ça? Là? On parle à quelqu'un qui s'occupe du monde. Pourquoi on devrait te faire confiance? Parce que dans les prochaines années, puis on le sent déjà beaucoup, honnêtement, Montréal fait face à des défis qui sont super fondamentaux, là. Toute la question de l'itinérance, tout ce qu'on doit continuer à faire sur le logement, la question de la mobilité, là, puis du transport collectif. Quand on parle aux gens de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, ou aux gens de l'ouest complètement de la ville, ça leur prend 1h30, 2 heures pour aller à l'université, comme c'est fondamental comme question. Et moi, je suis en mesure de aider les Montréalaises et Montréalais à relever ces défis-là. Pourquoi? Parce que si on prend, par exemple, la question de l'itinérance, moi, je viens du domaine de la santé et je sais qu'il faut comme renforcer les liens entre la ville et le milieu de la santé pour être en mesure d'aider davantage de personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est ce genre de choses-là que j'apporte. Les défis qu'on va vivre aussi dans le futur, c'est que, puis on le sent encore beaucoup, on le sent déjà beaucoup, c'est le clivage entre les différentes parties de la société. On le sent, on l'a beaucoup senti dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce dans les dernières années, puis on a fait un grand travail de nous assurer de connaître les différentes communautés, puis s'assurer de maintenir une cohésion, en fait. Et on aura besoin de ça à Montréal. On aura besoin d'un maire ou d'une mairesse qui parle à la fois aux arrondissements, plus au centre de la ville, et aussi qui est capable de parler aux arrondissements, aux personnes qui vivent dans les arrondissements, qui sont plus excentrées, qui ont des défis différents, mais de développer ensemble une vision commune de notre ville. Puis, tout ce que tu as nommé, là, c'est des choses que tu veux mettre en vigueur une fois que tu vas être élu, une fois que tu vas être au poste. Mais je sais que tu veux aussi, par exemple, que tu as dit dans une autre entrevue que tu voulais taxer les voitures les plus riches, créer un TAL à Montréal qui reflète la réalité de Montréal. On sait que présentement, c'est le Québec qui gère le TAL. Mais je pense que ce que tu dis, ils ne sont pas au courant de toutes les différentes réalités dans différents secteurs. Le guichet de la santé, tu veux changer aussi. Tu pousses beaucoup pour la diversité. T'as pas peur de te mettre du monde à dos. T'as pas peur qu'on te mette des bâtons dans les roues, surtout au niveau de la taxe sur les voitures et les plus riches. En fait, c'est une taxation de la congestion. Puis je vous explique pourquoi. En fait, moi, ce que je dis, c'est que je crois qu'on doit avoir une discussion entre Montréalaises et Montréalais sur cette possibilité-là. Puis on doit aussi discuter avec les villes qui sont autour de Montréal. En fait, c'est que ça fait longtemps que la mairesse Plante ou notre parti, on dit au gouvernement du Québec qu'il faut mettre de l'argent pour avoir un projet de transport collectif pour l'Est de la ville, par exemple, mais il n'y a pas d'argent. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans les autres leviers de gouvernement. On est dans des temps vraiment difficiles. Mais on a vu récemment, peut-être que vous l'avez vu, New York a mis une taxation de la congestion. Et ça fait en sorte que tu peux aller chercher des fonds pour être en mesure de financer davantage de transport collectif.
Et pour moi, je veux avoir la conversation avec les Montréalais parce que c'est pas une taxe sur la voiture. C'est vraiment une taxation de la congestion. C'est-à-dire, la personne qui est dans sa voiture, dans le trafic, va aussi être potentiellement être contente qu'on mette cette taxation-là parce que ça libère, en fait, de l'espace en ville. La taxation sur la congestion, on va devoir la moduler pour que, encore une fois, je prends beaucoup l'exemple des gens qui habitent dans les quartiers excentrés comme Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui sont obligés en ce moment d'avoir une voiture pour se promener parce qu'on n'a pas d'option de transport collectif. On ne doit pas mettre tout le fardeau sur eux. On doit s'assurer que les personnes, peut-être à plus faible revenu, qui ont comme 3 jobs, puis qui ont besoin d'utiliser leur voiture pour faire leur travail, on doit s'assurer qu'on ait aussi une modulation pour ce genre de personnes-là. Mais collectivement, je pense qu'on peut se dire, il y a vraiment beaucoup plus de voitures sur nos routes en ce moment. Il y a de la congestion partout, puis croyez-moi, mon bureau est juste en haut des Caries. Il y a des heures là que tu penses pas que par de la congestion, il s'est congestionné. Donc, je pense qu'on doit avoir une conversation collective là-dessus. Donc, j'insiste, c'est pas une taxe sur les voitures. C'est une taxation de la congestion qui va nous permettre de gérer le trafic dans la ville et nous permettre d'aller chercher de l'argent pour le transport collectif. Et peut-être aider certaines personnes qui, tu sais, tu vas réfléchir à 2 fois à la t'habites comme moi dans Notre-Dame-de-Grâce. Est-ce que tu as vraiment besoin de ta voiture pour aller sur le plateau? Les gens vont devoir commencer à réfléchir à ça. Si j'ai d'autres moyens de transport, métro, bus, Bixi, communauto, ben, je vais prendre ces autres moyens de transport. Ça enlève, une voiture individuelle sur la route. Puis en plus, ça nous permet de trouver de l'argent pour financer des projets de transport collectif. Donc, et c'est ça ma force. C'est-à-dire que il y a des conversations difficiles à avoir sur comment est-ce qu'on finance certains besoins des Montréalais. Moi, j'ai pas peur des conversations difficiles. Je suis capable de comprendre d'où partent les gens lorsqu'on commence certaines conversations et de considérer leurs perspectives dans la façon dont on va mettre en place une politique publique. À Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, comme mairesse, t'as pas le choix d'avoir une approche comme ça. Parce qu'il y a tellement des parcours éclectiques dans l'arrondissement que même si tu veux faire avancer l'arrondissement dans une direction, tu dois être en mesure d'écouter d'où partent les gens dans leurs réflexions, puis peut-être de moduler ta politique publique en fonction de ce que eux te partagent finalement comme vécu par rapport à ça. Ouais, pour pouvoir mieux les comprendre. Exact. Et donc mieux implanter ta politique après pour que ça fasse du sens pour plus de monde. On le voit en ce moment, tu te lances dans la chefferie. Compte un peu tes anciens camarades, si je peux te dire ça. Donc, c'est toujours mes camarades. Hein. Vous allez travailler ensemble encore à part ça. Ouais, on est la même équipe. On est la même équipe. Ouais. C'est comment de devoir maintenant, si je peux dire, voler le ballon dans les mains de tes anciens camarades? Bon, de eux, c'est mes camarades. C'est toujours mes camarades. Caleb, arrête pas d'insister sur anciens, tu vois. Mais c'est rendu compétitif maintenant. Fait que maintenant, même si peut-être vous avez un peu la même vision, vous n'êtes plus maintenant vraiment dans la même équipe. Chacun se représente soi-même. Ouais, en effet. Honnêtement, pour moi, je pense que c'est une partie difficile parce que, honnêtement, le Parti Projet Montréal, c'est un parti, oui, j'adhère aux valeurs, mais j'ai beaucoup apprécié travailler avec mes collègues au cours des 3 dernières années. On se complète bien, on a beaucoup de talent, puis on met tous nos talents ensemble pour faire avancer la ville. Donc, c'est difficile. Mais je me suis pas lancée dans la course à la chefferie parce que je voulais devenir mairesse de Montréal. C'est pas ça mon but. Pour moi, la politique, c'est un moyen. Et comme je dis, je pense que pour être en mesure de relever les défis dans les prochaines années, je crois qu'il nous faut une personne qui est en mesure de rallier les gens. Une personne qui est en mesure de parler à la fois aux arrondissements du centre et aux arrondissements excentrés. Une personne qui est en mesure de parler à la personne qui vient d'arriver il y a 2 semaines à Montréal et une personne qui est à Montréal depuis 3 générations. Moi, j'ai ce parcours éclectique d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon nom dans le chapeau. Il y a ça et il y a l'expérience que j'ai acquise au cours des dernières années comme mairesse du plus grand arrondissement de cette ville en termes du nombre de personnes. On est 185 000 personnes à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, je gère la ville de Sherbrooke depuis 3 ans. On a plus de 60 écoles dans l'arrondissement. On a 4 hôpitaux, 2 universités. On a une autoroute qui passe en plein milieu. On a le plus grand projet de développement immobilier au Québec dans les 10 prochaines années qui a lieu chez nous, le quartier Namur Hippodrome. Tous ces défis-là, j'ai eu à y faire face comme mairesse d'arrondissement pendant 3 ans. Donc, moi, ce que je demande, c'est que la population me fasse confiance pour être en mesure de gérer des défis beaucoup plus importants au niveau montréalais, dans un contexte où on va devoir rallier le plus de monde autour de nos crises actuelles. Ouais. Tu es la première femme noire à accéder à la mairie d'un arrondissement à Montréal. Si tu deviens la mairesse de Montréal, tu seras la première femme noire.
Fait que 2 en 2. Est-ce que tu penses que les gens auront certains préjugés face à une femme noire? Je pense que oui. Je veux dire, voilà, je suis née femme noire, ça c'est une réalité, c'est ma réalité depuis que, voilà, j'ai commencé à respirer. Mais je pense que si je parle peut-être pour les membres actuellement de Projet Montréal et éventuellement pour les Montréalais, je pense que ce que les gens veulent entendre, ce que les gens veulent savoir, le choix que les gens vont faire, c'est qui est capable de les aider à les accompagner à travers les crises qu'on traverse. Donc, je crois vraiment qu'on n'est pas les États-Unis. Je pense vraiment que les Montréalais sont capables de regarder la personne, son parcours, pour faire leur choix, en fait. Mais je me mets pas des œillères, là. Je veux dire, j'ai pas des lunettes roses. Je sais que ça va peut-être bousculer certaines personnes de voir que c'est une femme noire qui se présente à la mairie de la ville, mais je crois que j'ai cette capacité-là de faire en sorte que les gens voient au-delà de ça. En fait, oui, je suis une femme noire, puis je veux dire, je suis très fière d'avoir été en mesure de devenir la première femme noire mairesse d'un arrondissement, mais je me suis pas lancée en politique pour ça. Je me suis lancée en politique parce que tous mes choix sont basés sur ma capacité à transformer la vie des gens ou des communautés. C'est pour ça que je suis devenue infirmière. C'est que moi, chaque jour que Dieu fait, j'étais en mesure de contribuer concrètement à améliorer la vie d'une personne. Je me suis lancée en politique parce que la politique municipale, c'est un bon outil pour transformer des communautés. Moi, je kiffe le fait qu'il y a des jeunes de Walkley dans Notre-Dame-de-Grâce qui sont venus me voir pour me dire « Madame la mairesse, ça fait 10 ans qu'on demande un panier de basket, personne ne nous écoute. » Puis comme en 1 an, déjà c'est long 1 an, mais quand même, en 1 an, on a été en mesure de leur donner puis de voir comme dans leurs yeux le fait que « Oh my God, comme une politicienne a écouté mes besoins et y a répondu. » Moi, c'est ça qui me fait vibrer, en fait. C'est ça qui me fait vibrer. Et quand je parle aux gens, je pense que les gens sont capables de le sentir. Que moi, la politique, je le répète, c'est pas une fin, c'est un moyen. Et si je pense que mon parcours de vie, mon expérience va permettre aux Montréalais de traverser les crises qu'on a déjà commencé à vivre, ben c'est de ça dont je veux parler avec eux. Puis tu as parlé de basket tantôt, là. Ouais. Ici, dans l'Est, ça fait longtemps qu'on nous promet un centre sportif, puis on l'a toujours pas vu. Ouais. Est-ce que c'est... À Montréal-Nord, là. Montréal-Nord ou dans l'Est, si c'est à Rivière-des-Prairies ou t'es dans les environs, t'es pour desservir un besoin qui crie depuis tellement longtemps, puis on le dit, on cogne aux portes, puis on le dit, puis on nous donne toujours la promesse, oui, bientôt, oui. Si tu m'élues, si tu votes pour moi, puis que je suis élu, ben, ça va se faire et tout, mais finalement, ça se fait jamais. Fait que c'est beaucoup de promesses qui ont été brisées. Ouais. Je pense qu'on a l'habitude dans la politique que c'est souvent vote pour moi, puis je vais te donner ci. Une fois que la personne est au pouvoir, mais on le voit pas. Fait que si tu es au pouvoir demain matin, là, comme mairesse, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, oui ou non? Ce qui est envisageable, c'est que je vais m'assurer qu'on mette les énergies pour y arriver. Puis moi, tu sais, comme ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de cynisme par rapport à la politique, que les gens promettent des affaires puis ne le réalisent pas. Donc aujourd'hui, moi, je ne veux pas dire aux gens, si je suis élue demain matin, dans 2 ans, il y a un complexe sportif à Montréal-Nord. Mais ce que je peux dire aux gens, et que c'est mon moteur, c'est ma motivation en politique municipale particulièrement, c'est que je vais mettre les ressources, que ce soit ressources humaines et financières, pour qu'on puisse avancer sur le projet de complexe sportif à Montréal-Nord. Parce que je comprends le besoin, je comprends qu'il y a plein de jeunes qui se sentent délaissés et non écoutés par rapport à ce projet-là. Et je pense qu'il va falloir qu'on avance là-dessus. Donc, je vais mettre les efforts pour ça. Est-ce que vous comprenez la nuance? Et je pense que la machine municipale, le contexte financier, c'est toujours super complexe. Donc, dire que tu promets que tu vas le faire, que tu vas le réaliser, je pense que c'est ce qui nourrit le cynisme. Mais tu sais, c'est comme à ces jeunes-là qui m'ont demandé un panier de basket. J'ai pas dit dans 1 an, tu auras un panier de basket. Je dis j'entends. Et puis, je vais m'assurer qu'on le priorise dans notre fonction publique. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que la réunion d'après avec mon directeur d'arrondissement, j'ai vu des jeunes qui me disent que ça fait 10 ans qu'ils demandent un panier de basket. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, bon, ça va demander des ressources. Combien? OK, mettons-le. Puis avançons. Ah oui, mais ça prend 1 an. Fine. Mais avançons quand même, tu vois? Donc, c'est ça, c'est-à-dire, c'est promettre de mettre les efforts, en fait, de prioriser un dossier comme celui-là, absolument. Tout à fait. Tu as 10 ans d'expérience dans la santé, tu sais. C'est quoi ton point de vue sur le système de la santé? C'est un système qu'on sent qui est brisé.
beaucoup de gens chialent. C'est sûr que c'est pas nécessairement au niveau municipal là, que tu peux faire des gros changements là-dedans, mais c'est quoi ton point de vue, toi, là-dedans? Tu as travaillé là-dedans? Ouais. Le système de santé, comment dire? Honnêtement, il y a beaucoup de défis, on doit être honnête, là. Il y a beaucoup de défis dans le système de santé, puis ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est un gouffre financier pour le gouvernement du Québec. Le système de santé, là, c'est plus de 50% du budget de l'État, là. Plus de 50% du budget de l'État vont dans un ministère à la santé. C'est beaucoup d'argent. Et moi, ce que j'ai constaté en travaillant dans les hôpitaux pendant 10-12 ans, là, comme je perds un peu le compte, c'est que, justement, on met beaucoup d'argent dans les hôpitaux où les gens sont déjà malades et on met très peu d'argent dans les communautés où les gens peuvent rester en santé. Et moi, c'est pour ça que je me suis lancée en politique municipale. J'ai fait des années où je faisais des patients dans une unité de soins à l'hôpital où tu te dis, mais la personne arrive puis tu te dis, mais si seulement on avait fait X choses, la personne ne serait peut-être pas dans le lit d'hôpital pendant 6 mois. Et ça nous coûte collectivement beaucoup moins cher de mettre de l'argent dans les communautés pour que les gens restent en santé parce qu'ils ont des parcs où est-ce qu'ils peuvent aller, parce qu'ils ont des centres sportifs où est-ce qu'ils peuvent aller puis être en contact avec des leaders positifs si on parle des jeunes, où est-ce qu'ils ont des programmes pour aînés qui ne sont pas isolés. S'assurer qu'on déface les îlots de chaleur dans les villes, là, parce que quand il y a des grandes canicules, il y a des gens qui se retrouvent à l'urgence pour ça. Qu'on déglace nos trottoirs quand c'est glacé parce que sinon les gens se pètent les hanches puis ils rentrent. Tout ça, là, c'est dans les villes que ça se passe. Et moi, c'est pour ça que je suis là. Donc, moi, tu dis qu'il n'y avait pas de lien, mais il y a un lien direct entre la santé des gens et les villes. C'est dans nos villes que la santé commence. La maladie, tu sais, je veux dire, si on ne prend pas bien soin de nos gens, ils vont se retrouver malades puis ils vont aller dans le système de santé qui est un gouffre financier. Donc, moi, je dis, mettons de l'argent dans la communauté où les gens peuvent rester en santé. Comme ça va nous aider à sauver de l'argent collectivement dans ce gouffre financier qu'est le système de santé. Mais le monde se bat déjà pour de l'argent dans le système de la santé. Là, tu me parles de peut-être retirer. Tu sais, on voit le 31 décembre, la majorité des infirmières du secteur public de Nouveau-Brunswick vont recevoir une prime. 10 000 $, quelque chose de la sorte. Est-ce que, tu sais, le monde demande de l'argent ici. Ouais. Comment qu'on peut aller dans ton optique? Comment qu'on peut s'assurer que ces gens-là, ils continuent à être bien payés? Est-ce qu'éventuellement, on va voir ça, des infirmières qui sont bien payées au Québec? Ouais, mais ça, c'est un sujet intéressant parce que moi, je pense que c'est un sujet qui est directement lié au féminisme, là. Okay. Je vous explique, c'est-à-dire quand on regarde dans notre société, les corps de métiers qui sont moins bien payés, souvent, c'est des professions qui ont été traditionnellement faites par des femmes. Et les métiers qui sont mieux payés, c'est des... Donc, quand aujourd'hui, des infirmières ou des éducatrices en CPE doivent se battre pour être mieux payées, il faut être honnête, là, c'est directement lié aux luttes féministes. Donc ça, c'est un élément, puis définitivement, mark my words, je pense que les infirmières doivent être mieux payées pour ce qu'elles font. Cela étant dit, ce que je dis, c'est pas d'enlever de l'argent du système de santé. Ce que je dis, c'est que collectivement, on peut mieux utiliser notre argent si on le met dans les villes pour mettre en place des infrastructures ou des processus pour que les gens restent en santé versus continuer à mettre sans regarder de l'argent dans le système de santé parce que les gens sont malades. Je vais vous donner un exemple très, très concret, OK? Quand c'est glacé dehors, dans les hôpitaux, malheureusement, il y a un terme qu'on utilise pour dire « ça y est, c'est le festival de la fracture de la hanche ». Parce que ce que ça veut dire, c'est que tu as peut-être ta personne âgée qui habite seule, indépendante chez elle à la maison, qui va tomber sur la glace, se fracturer une hanche, passer 3 jours à l'urgence dans des douleurs terribles. Et ça, c'est une intervention d'urgence qu'il faut faire parce que ça fait mal, puis il faut absolument le réparer. Donc, elle va se faire opérer, bumper une personne qui est peut-être en attente d'une opération liée à un cancer, parce que c'est plus prioritaire de réparer la hanche de la dame. La dame va se retrouver, elle va peut-être faire un délirium, donc elle va un peu perdre son orientation à cause de la douleur et de tout ce traumatisme. Elle va se retrouver sur une unité de soins. Parce qu'elle est âgée, ça va prendre du temps pour elle de guérir. Elle va peut-être attraper des infections. Donc, peut-être qu'elle va guérir de sa chirurgie après 1 mois. Elle va prendre un lit d'hôpital pendant 1 mois. Même après avoir été guérie de sa chirurgie, à un moment où elle pourrait retourner chez elle pour comme la physio et tout, elle va peut-être rester à l'hôpital parce que là, elle est plus capable de faire les choses par elle-même. Elle est plus capable de se faire à manger, d'aller à la salle de bain toute seule. Donc là, on est rendu où, à un moment, on doit lui trouver une place dans un CHSLD. Ça peut prendre 3 mois. Donc, la seule chose qu'on aurait dû faire, c'est déglacer le trottoir. Parce que le 3 jours à l'urgence,
ça prend des ressources. Ça veut dire que les gens qui ont des problèmes qui sont plus évitables ne peuvent pas venir à l'urgence. On a déplacé une chirurgie de cancer pour ça. On a pris un lit d'hôpital pendant 5-6 mois. Et puis, il y a une personne qui vivait toute seule à la maison. Peut-être que la personne était même en soutien à une autre personne qui avait besoin d'aide. La personne contribuait dans la communauté. Mais la personne se retrouve dépendante dans un CHSLD. Et tout ça, c'est des coûts énormes. Alors que tout ce qu'il fallait faire, c'est déglacer le trottoir. C'est fou quand même. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est un gouffre. C'est-à-dire, on devrait mettre de l'argent pour que les gens restent à santé à l'extérieur de l'hôpital. Au lieu de... Après ça, tu jettes du cash. Je veux dire, les infirmières, temps supplémentaires, les médecins, toutes ces personnes-là, tous les professionnels de la santé, gérer les hôpitaux, tout ça, c'est de l'argent qui est mis à quelque chose qui aurait pu être évité. Collectivement, c'est fou quand même de se dire qu'on ne fait pas le choix de la prévention versus tout mettre l'argent une fois que la personne est malade, quoi. Ouais. Mais depuis la pandémie, on le voit à quel point les infirmières, surtout, sont surutilisés pour le peu d'argent qu'ils reçoivent. Puis ça a été tout un débat. On les a promis ici, on les a forcés à faire du temps supplémentaire. Je veux dire, à un certain moment donné, il y en a beaucoup qui ont juste délaissé ce métier-là. Ils sont partis, il y en a qui sont partis en Ontario parce que c'était beaucoup mieux, plus avantageux. Fait que tu te retrouves avec des infirmières, des infirmières auxiliaires ou autres, peu importe le domaine dans le système de la santé, qui eux-mêmes souffrent. Puis tu demandes à ces gens-là, après ça, de soigner d'autres gens qui souffrent. Je veux dire, à un moment donné, la roue, elle fait juste tourner en rond, puis on fait juste s'enfoncer de plus en plus. Donc, je pense que ça fait assez longtemps que ça dure. C'est sûr que il y a la partie Montréal, mais il y a à l'échelle de la provinciale aussi. Mais je pense que on a encore beaucoup de chemin à faire, à faire là-dessus. Rapidement, je vais juste revenir. Soraya Martinez a dit que l'administration Plante est dogmatique. Quelle est la définition du mot dogmatique? Écoutez, je sais pas c'est quoi sa définition à elle, mais c'est clairement pas... ça s'applique clairement pas à notre parti politique. Parce qu'on l'a cherché tantôt, puis... comment ça disait? On dirait que c'est des gens qui sont comme My Way or the Highway. C'est très systémique, très autoritaire un petit peu. Autoritaire, je veux dire, ça c'est la seule vérité, puis il n'y a rien d'autre. Comment tu l'as pris lorsqu'elle a dit ça? Moi, j'ai trouvé vraiment que... Écoute, je pense que c'est des mots qui sont comme lancés dans l'espace public pour comme diviser, aller chercher peut-être les personnes qui sont frustrées par certaines politiques publiques qu'on a mis en place un peu partout dans la ville. Puis en fait, elle fait un peu comme Pierre Poilievre ou Donald Trump ou bref, les genres de politiciens qui vont utiliser des mots pour faire peur finalement à la population. Et c'est comme ça qu'elle espère convaincre les Montréalais de voter pour elle. Moi, ce que j'ai dit, puis j'ai commenté en fait là-dessus sur les médias sociaux, parce qu'elle a dit que, par exemple, faire des pistes cyclables, c'était dogmatique. En tout cas, elle a essayé de faire un lien avec ces deux éléments-là. Moi, ce que je lui dis, c'est que, honnêtement, l'administration Plante, depuis 2017, ont vraiment transformé la ville pour sécuriser la ville pour tout le monde. OK? J'ai eu une conversation récemment avec des maires qui habitent peut-être dans les extrémités de la ville, qui m'ont dit « Ouais, mais tu sais, quand on va au plateau Mont-Royal, vous avez mis des sens uniques partout. » Puis là, c'est énervant et tout. Puis on a la conversation, puis on est avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Là. Puis j'ai pris le temps de leur expliquer que si on mettait des sens uniques, si on mettait des saillies de trottoir près des écoles, c'est pour sécuriser la rue pour eux, en fait. Pourquoi à Montréal, les enfants n'auraient pas le droit d'aller à pied à l'école, puis que les parents soient comme tranquilles, puis qu'ils n'aient pas peur que leur enfant va se faire écraser par une voiture? Pourquoi est-ce qu'à Montréal, les enfants, comme, tu sais, dans les banlieues montréalaises, les enfants ne pourraient pas aller à l'école en vélo de façon sécuritaire? C'est pour ça qu'on transforme la ville. C'est pour permettre aux enfants qui habitent dans des milieux urbains très denses comme Montréal de pouvoir aussi se déplacer de façon sécuritaire. Est-ce que ça, c'est un dogme que de vouloir permettre à des enfants montréalais de vivre dans une vie comme apaisée? Nous, on appelle ça une ville à échelle humaine. C'est-à-dire, on a aussi le droit, comme parents montréalais, de se dire que nos enfants vont grandir dans un espace qui est à échelle humaine. C'est pas juste quand tu habites à Repentigny, puis là, je donne cet exemple-là comme ça, là, ou dans des villes un peu plus loin, que tu pourrais avoir droit à cette vie-là, en fait. Donc,
je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment Mme Martinez, qui confondent le dogme avec avoir une vision puis une aspiration pour la ville. Maintenant, dans ces changements-là qu'on amène dans la ville, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'assurer d'avoir les conversations avec les différentes parties prenantes qu'on amène un changement. Et c'est certain, avec le nombre de personnes qu'on est, avec toutes nos perspectives sur la ville, qu'on ne sera pas tous d'accord sur un projet, genre de piste cyclable. C'est sûr et certain. Notre rôle comme élus, surtout au moment où on est aujourd'hui, c'est d'avoir une vision pour la ville, c'est de proposer aux Montréalais des améliorations de la ville, c'est d'avoir des discussions avec eux puis avec différentes parties de la ville pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'on propose, mais c'est de pouvoir permettre à la ville d'avancer. Et pour moi, en fait, le vrai dogme, c'est le statu quo. Et des personnes comme Soraya Martinez ou Ensemble Montréal se battent beaucoup pour garder la ville comme elle est. Soraya Martinez, là, elle était élue avec Gérald Tremblay, là. Tu sais, je veux dire, vous savez, voilà. Mais donc là, elle revient, elle dit que transformer la ville, c'est un dogme, alors que c'est ça. Moi, je pense que plusieurs Montréalais pensent que le dogme, c'est le statu quo, puis vouloir revenir à l'époque Tremblay, là. J'ai une suggestion. La piste cyclable, là, on a tout notre point de vue. Ouais. Moi, j'ai grandi à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. Ouais. Montréal-Nord, là, maintenant, il y a des pistes cyclables. Je pense que les gens auraient dû avoir un vélo avec ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, est-ce que c'est vraiment une place où ce que les pistes cyclables étaient nécessaires? Est-ce que c'est une place où ce que les enfants se promènent vraiment en vélo? Si je mets des Bixi là, est-ce que les gens ont des cartes de crédit pour pouvoir aller s'abonner avec le... Tu comprends ce que je veux dire? Comme, j'ai l'impression que des fois, c'est plus ça que le monde veut le dire. Tu sais, c'est sûr que piste cyclable, oui, ça va nous protéger. Ça va protéger les gens qui font du vélo. On connaît Ariel Kinkler. C'est quoi? Il y a un morceau de pont qui l'a tombé dessus. Il est tombé, passé en dessous d'un viaduc. Non, j'imagine. Un accident de une auto. C'est une auto qui l'a frappé? Reste qu'il passait en dessous d'un viaduc. Ouais. C'est pas très sécuritaire. Donc, la piste cyclable, c'est sûr que ça rend ces gens-là dans des meilleurs environnements parce qu'ils risquent pas d'avoir d'accident. Mais tu sais, si on l'utilise pas, à quoi que ça sert? Tu sais, est-ce qu'il y a cette pensée-là qui est considérée par la suite une fois que vous partez avec un projet de même, puis là, vous entendez les gens chialer? Donc, je trouve ça intéressant. Donc juste pour bien comprendre, donc à Montréal, là, les gens n'utilisent pas les pistes cyclables. Genre, je vois pas du trafic aussi fluide dans une piste cyclable. Peut-être une fois de temps en temps, il y a du monde qui vont passer dans la piste cyclable, mais en général, je roule là puis je vois pas de monde qui roule sur la piste cyclable, sincèrement. Oui, qui roulent sur les pistes cyclables qui sont là. Donc, dans le fond, j'essaie de comprendre parce que moi, j'ai pas vécu à Montréal-Nord. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'ajouter des pistes cyclables sécurisées, c'est-à-dire à Montréal-Nord, parce que il y a pas Est-ce que c'était ça la priorité? Est-ce que c'était ça la priorité? Est-ce que c'était un besoin qu'on voyait où il y avait beaucoup d'enfants qui sont en vélo dans le quartier, puis qui a eu beaucoup d'accidents ou qui a eu des accidents? Tu sais, un, c'est trop. On va se dire la vérité. Un accident, c'est trop. Fait est-ce que c'est ça qui est arrivé? Est-ce qu'on a fait cette étude-là dans chaque arrondissement pour voir, est-ce que la piste cyclable, là, elle est vraiment nécessaire? Ou est-ce qu'on fait juste, tu sais, Montréal, en gros, on essaie de créer un réseau de pistes cyclables où ce que les gens peuvent rouler à Montréal, peu importe ils sont où, de manière sécuritaire? Mais en fait, peut-être une première partie de la réponse, c'est oui. En fait, souvent, on est en mesure d'identifier les endroits où il y a eu des collisions. Et c'est sûr que, tu sais, on a à la ville ce qu'on appelle la vision zéro. C'est-à-dire, on veut aucune collision, que ce soit à vélo, piéton, on veut aucune collision dans la ville. Donc, lorsque on sécurise des pistes cyclables, lorsqu'on sécurise, on élargit des trottoirs ou on met des saillies de trottoirs pour sécuriser pour les piétons, c'est ça la vision. On veut s'assurer que partout à Montréal, peu importe où tu es, et peu importe le moyen de transport que tu souhaites utiliser, que ce soit sécuritaire pour toi. Et ce qui est complexe avec les vélos, c'est que souvent, si tu décides d'utiliser seulement le vélo, puis peut-être le bus et le métro, c'est souvent des réseaux qui sont discontinus. C'est-à-dire, puis moi, je le sais, là, parce que pour moi, je choisis de marcher, prendre le métro, le bus et la voiture, parce que pour moi, le vélo, c'est que le réseau est tellement discontinu que je peux arriver sur une piste cyclable puis me sentir en sécurité. Puis là, tu dois traverser un boulevard ou passer à travers un boulevard important puis tu te sens plus en sécurité. Donc, tu vas pas prendre l'option du vélo si tu sais que ton chemin pour te rendre où tu vas n'a pas un réseau continu de pistes cyclables sécurisées. Donc, on a l'impression qu'on ajoute des pistes cyclables partout, mais dans les faits, on essaie juste de compléter un réseau le plus continu possible pour que les gens puissent faire, que le choix du vélo soit un choix réel. C'est-à-dire, c'est pas un choix, tu te dis, OK, je vais le prendre, mais
quand je vais passer sur ce boulevard-là, je sens que je vais risquer ma vie parce que, real talk, il y a des gens qui sont morts à vélo, là. Oui, définitivement. Donc c'est ça. En fait, c'est ça la discussion à avoir. Et malheureusement, comme il n'y a plus beaucoup d'espace à Montréal, ça veut dire qu'il faut revoir la distribution de l'espace qui est utilisé par les piétons, les vélos et la voiture. Et des fois, ça fait en sorte qu'on doive choisir entre mettre une piste cyclable sécurisée et maintenir du parking, ou mettre une piste cyclable sécurisée puis enlever une voie de circulation de voiture. Donc, c'est des choix qu'il faut faire pour permettre, en fait, de donner une autre option de déplacement aux citoyens. Excuse-moi. Ouais. Okay. Fait que, est-ce qu'on veut du monde? Est-ce qu'on veut plus de monde sur le piste cyclable? Ben, je pense qu'on veut donner une option supplémentaire de transport. Et idéalement, je pense que vous le voyez là en ce moment, là, les changements climatiques, c'est réel. Là. Moi, je vous le dis, à Notre-Dame-de-Grâce, il y a des gens, ou à Côte-des-Neiges, il y a des gens qui se font inonder. Il n'y a aucun cours d'eau à côté. Là. On sent quand ça brûle dans le nord du Québec, on le sent jusqu'ici à Montréal. Donc, je pense qu'il faut se le dire, real talk, il faut qu'il y ait moins de personnes qui utilisent les voitures. Mais pour arriver à faire ça, pour que moi, je puisse me dire, j'utilise plus jamais ma voiture, je dois être sûre que dans mon chemin entre Notre-Dame-de-Grâce puis, je sais pas moi, Hochelaga, que j'ai un réseau continu de pistes cyclables sécurisées. Sinon, je vais jamais faire ce choix-là. Donc, oui, on veut que plus de gens aient des options autres que la voiture. En fait, c'est ça. Que ce soit vélo, la marche, bus, métro, c'est ça. C'est pour ça que je parle de transport collectif dans l'Est, par exemple. C'est comme on veut que les gens laissent leur voiture à la maison parce que congestion, parce que transition écologique, puis l'impact des changements climatiques, parce que c'est meilleur pour la santé aussi. Là, il y a comme plein de raisons qui font en sorte que ça serait mieux pour les gens d'utiliser des... Je pense que c'est surtout une liberté d'avoir son auto. Je veux dire, le transport en commun en ce moment, je pense qu'il arrête à minuit et demi, 1h du matin. Les bus avant, métro, je pense que c'est... T'as des bus de nuit. Ouais, c'est ça. T'as des bus de nuit. Ça fait que le métro, je pense, il arrête vers 1h du matin puis il reprend vers 5h du matin, si je ne me trompe pas à peu près. Fait que ça te laisse une liberté. Valérie Plante a dépensé près de 800 millions de dollars dans les pistes cyclables tout au long quand elle était là. 800 millions, c'est un chiffre énorme. Puis on le sait, en politique, on n'a jamais assez d'argent et tout. C'est sûr, ces 800 millions, c'est pas juste en une année, là, c'est pendant tout le temps qu'elle était là. Je pense que ça fait 10 ans qu'elle... 8 ans. 8 ans qu'elle est là. Ça fait 8 ans. Fait que, tu sais, c'est énormément d'argent. Je pense que les pistes cyclables sont importantes, puis c'est important d'en avoir, mais tu sais, comme que tu disais par rapport à la santé, de mettre de l'argent pour que les gens évitent d'être malades, puis qu'ils se retrouvent dans nos hôpitaux. Mais je pense que c'est la même chose qu'on pourrait faire au niveau des pistes cyclables. Fait que oui, la sécurité des gens qui sont à vélo ou piétons est importante, mais je pense qu'il faudrait rééduquer les gens à faire du vélo. Les automobilistes, il y a beaucoup de rage au volant, le monde sont impatients. Fait que je pense que c'est là aussi qu'il faudrait peut-être recadrer puis restructurer la manière dont les gens ont leur formation avant d'avoir leur permis. C'est ce qui aiderait peut-être ça aussi, puis qu'il y aura un meilleur agencement entre les automobilistes et les gens qui font du vélo. Oui, vas-y. Ouais, peut-être si je peux me permettre. En fait, ce qu'on fait comme administration, ce qu'on a dit, c'est que, tu sais, quand on refait le sous-sol, quand on fait des égouts, des réseaux d'aqueduc, ce qu'on a dit, c'est que pour être plus efficient, mieux gérer l'argent des Montréalais, on ne va jamais refaire le dessus, la surface à l'identique. Et c'est notamment dans ces contextes-là que lorsqu'on dit, je ne sais pas, on va refaire un tronçon de rue là, dans Montréal, c'est qu'on va le refaire, la surface, au lieu de refaire exactement, je sais pas, une voie de stationnement, 2 voies de circulation dans un sens, 2 voies dans l'autre, puis une voie de stationnement, bien, on va revoir aussi le partage de la route sur la surface. Donc, tu sais, c'est beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a fait, en fait, comme parti politique, c'est-à-dire, fait que l'argent, il faudrait voir, en fait, c'est pas vraiment pour mettre la peinture sur les pistes cyclables qui a coûté 800 millions de dollars, c'est qu'on a profité... J'espère. On a profité des travaux d'infrastructure souterrains pour refaire la surface différemment, pour les vélos, mais aussi pour les cyclistes. Je veux revenir sur la question de la liberté. C'est vraiment intéressant parce que je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et j'ai eu la discussion avec des jeunes, genre à la maison des jeunes de Côte-des-Neiges, où ils me disaient, tu sais, Madame la mairesse, là, vous avez mis des pistes cyclables partout. Mais nous, on a déménagé en Amérique.
pour avoir notre voiture. Puis là, on peut plus la stationner parce que vous avez mis vos pistes cyclables. Puis je comprends tellement ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est que, tu sais, moi, j'ai immigré dans fin des années 80, venir en Amérique, tu voulais avoir ta voiture, ta maison avec comme tes enfants qui courent dans la cour. C'est comme un rêve américain qu'on a tous eu, notamment comme immigrants. Mais tu sais, il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont ce rêve-là. Genre, puis il y a aussi l'influence des publicités. Je veux dire, on nous vend que la voiture, c'est un sentiment de liberté que ça donne. Mais si je peux me permettre, Ouais. elle coûte cher aussi l'auto. Donc, si tu Elle coûte dépenses 50, 60, 70 000 $ pour une auto, puis tu te retrouves à la garder 5 jours sur 7 dans ton garage. Parce que tu l'utilises pas. Ben oui, mais 70 000, je veux dire, si... Moi, j'ai acheté une voiture après 9 ans. Si je suis arrivée à Montréal en 2009, j'ai acheté une voiture... j'ai pas eu besoin de voiture pendant 9 ans à Montréal. Je me suis acheté une voiture quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital Douglas, puis que comme dans ce secteur-là, de transport collectif, ça me prenait 1h30 pour me rendre. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que vraiment... En fait, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on sent le besoin d'acheter une voiture, surtout quand tu habites au centre de l'île. Regarde, demande à Carl, il y a 4 enfants. Ben oui, mais c'est ça. Est-ce que tu devrais faire... Mais j'avais pas de voiture avant. Non, mais est-ce que tu dois avant faire... les enfants, Non, mais est-ce que tu dois faire un trajet, par exemple, avec 4 enfants en transport en commun? Non, je vais pas le faire avec 4 enfants parce que je peux... Mais ma mère a pas eu de voiture et on était 3. Moi, j'ai pas eu de voiture. J'ai eu une voiture. On avait une voiture pour la maisonnée. C'était plus ma copine qui l'utilisait. Moi, je conduisais pas, là. Tu le sais, j'avais pas de voiture. C'est une fois que je suis rendu en banlieue, là, on s'est acheté une van pour tous les enfants, puis on est allé chercher de l'espace pour tout. 4 enfants à Montréal, c'est une autre réalité. Peut-être que je serais allé habiter peut-être genre Hochelag, où ce que j'ai pas tant besoin de prendre une voiture. Je peux marcher pour aller à l'épicerie, je peux aller prendre le métro. Puis prendre le métro avec des enfants, ça se fait, je le faisais. J'emmenais mon kid à la garderie en voiture, en métro pendant que ma blonde allait travailler en voiture. Ça se fait, là. C'est pas nice, mais ça se fait. Puis l'idée, c'est pas de se dire personne n'utilise une voiture. Il y a un mot-clé, c'est pas nice, mais ça se fait. Exact. Donc, je veux revenir sur le sentiment de liberté. Exactement. Donc, il y a beaucoup de ce rêve américain, il y a beaucoup de influence des publicités, mais il y a beaucoup aussi, en effet, c'est plus pratique, en fait, d'avoir une voiture. Définitivement, tu sauves du temps, tu sauves... Mais, puis là, tu sais, la situation de 4 enfants, c'est particulier, mais c'est-à-dire quand tu es un individu, là, ou vous êtes un jeune couple, là, comme, je pense que ça serait bien que les gens aient le même sentiment de liberté sans se dire que pour l'avoir, il faut que j'achète une voiture. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça, et c'est pour ça que je dis que c'est pas la guerre à la voiture. En fait, on a un gros travail à faire comme ville d'offrir ce sentiment de liberté sans avoir acheté une voiture. Tu sais, je veux dire, il faudrait que ce soit beaucoup plus simple de se dire notre réseau de métro, bus, Bixi, Communauto est tellement plus simple que c'est un casse-tête d'avoir une voiture. Parce que la vérité, c'est un casse-tête une voiture, on va se le dire, là. C'est-à-dire, voilà, dépendamment de la voiture que tu as et tout, c'est beaucoup d'argent, puis c'est un casse-tête. Fait que si on avait un réseau de transport actif et collectif plus efficace, ben ça pourrait aussi amener quelque part ce sentiment de liberté, en reconnaissant que c'est pas tout le monde qui va pouvoir utiliser tout ce réseau-là. Il y en a qui vont toujours avoir besoin d'une voiture. C'est normal, c'est clair, je le sais. En santé, famille, quand tu as un certain âge, pour toutes sortes de raisons, on en a besoin. Mais si la majorité des gens peuvent avoir le même sentiment de liberté, sans se dire que c'est seulement la voiture qui l'offre, je pense qu'on aurait avancé collectivement. Je pense. Non, mais sérieux, là, c'est real talk, dis-moi. Je pense. Je suis un peu sceptique. Moi, je suis sceptique à cause... Quand je regarde une ville comme New York, où ce que le système, bon, du moins, je parle de l'Amérique, là, où ce que le réseau public est quand même très, très développé. T'as des bouches de métro partout, t'as des bus partout dans la ville de New York, dans les arrondissements autour, Brooklyn, Queens, Bronx, tu sais, tu peux quand même bien voyager. Il y a une shit tonne de voitures là-bas, là. Ça l'enlève quand même pas les voitures, parce que comme tu l'as dit, ça va plus loin de juste le côté pratique. C'est que le monde, ça leur emmène une estime, ça leur emmène, tu sais, comme tu as dit, c'est un goal. Like, moi, je vais avoir ma belle voiture, je vais avoir ma BM, tu sais. Voilà. C'est con, là, mais c'est plate à dire, mais moi, je trouve que des fois, c'est beaucoup d'acharnement sur quelque chose qu'on dirait que c'est trop tard. Comme, on peut pas retourner en arrière. On va utiliser des voitures. J'habite à Montréal-Nord. C'est tout des duplex, des appartements. Tout le monde a une voiture là-dedans. Mais c'est parce que vous avez imagine. C'est parce que vous n'avez pas de transport en commun. Mais oubliez pas que je pense, dans tout ce qu'on a dit là, Montréal a été conçu, bâti pour avoir autant de monde.
Fait que là, Ouais, je pense, beaucoup de monde. d'année en année, elle est juste surpeuplée. Ouais, il y a beaucoup de monde. Fait Il y a que beaucoup de monde. les Le réseau autoroutes, de moi, je route dis aussi, toujours, c'est ça, le on réseau devrait de route avoir est pas- 4-5 voies sur nos autoroutes. Même chose pour nos ponts, etc. Fait que là, on se retrouve avec des 2 ou 3 voies, dépendamment des autoroutes. Fait que ça crée beaucoup de congestion. Même chose pour nos rues. Je dirais, il y a des rues à Montréal, à Laval, ou sur la Rive-Sud, que tu vois, t'as une rue, ton auto passe à peine, puis c'est un two-way. Je veux dire, ça marche pas, là. Mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. On pourra continuer le temps, ouais. Si je reviens sur New York, Ouais. mais moi, jamais de ma vie que sur Manhattan, je prends une voiture. Comme, tu sais, quand on dit, ouais, on va à New York, on va en voiture, je suis comme... Mais est-ce que tu as vu le nombre de voitures qu'il y a quand même dans le Manhattan? Oui, il y en a, mais ce que je veux dire, c'est que justement, à partir du moment où avoir une voiture, ça devient un casse-tête, puis que c'est plus Faut avoir simple l'option, de prendre le ouais. transport en commun, je pense que c'est un peu ça qu'on veut réaliser collectivement. C'est-à-dire, on veut que ça devienne beaucoup plus simple. Si vous aviez un métro juste en sortant Mais ça fait d'ici, longtemps là, qu'ils le disent, hein, la ligne rose, ça fait longtemps. Hein. ben, Comme c'est moi, ça. j'ai grandi dans Mais l'Est, c'est ça. mais- Ça fait extrêmement longtemps qu'on dit ça. Là. ouais, le projet La ligne rose, là. là. Ouais, mais oui, c'est vrai. Mais donc, ce que je veux dire, imaginez que vous avez un métro directement, genre à 5 minutes d'ici. Ouais, c'est pas... 5 minutes d'ici, je sais pas où vous travaillez, si vous travaillez au centre-ville, métro, bus, vous arrivez, bam, centre-ville, 30 minutes. Est-ce que vous Mais allez en ce prendre... moment, ici, c'est ça. En ce moment, ici, là, le métro Honoré-Beaugrand n'est pas trop loin. Boum, t'arrives au centre-ville en une trentaine, quarantaine de minutes. Fait qu'est-ce que Ça tu se fait préfères, Non, j'adore ça. dépendamment de ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu préfères prendre ta voiture, être dans le trafic, là, voilà, pendant comme 40 minutes versus être... En tout cas, en fait, c'est des choix... Ouais, c'est les choix. C'est des choix personnels, mais je pense qu'il faut au moins donner l'option aux Montréalais, surtout à ceux qui habitent dans des secteurs où il n'y a pas un transport collectif efficace, de se dire, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai pas envie de me casser la tête avec le trafic, le métro est à 5 minutes, ou je suis à comme 2 minutes d'un bus qui m'amène au métro vite fait, puis j'arrive au centre-ville rapidement. Ouais. Je pense qu'on doit s'offrir ça collectivement, puis on a beaucoup, nous, de travail à faire, les différents niveaux de gouvernement. Alors, toi, t'as dit quelque chose, je voulais en parler aussi. T'as parlé de On quoi va voir le encore? temps. Tu vas revenir. On va pas te garder trop longtemps aussi, là, parce qu'on sait que Dernièrement, t'as le là, temps. là, Ouais. j'ai dit tellement de choses aussi. je me Ouais, suis dit, c'est ça, je me rappelle plus. Mais vas-y Je me donc, rappelle fais la plus. transition là. On va sortir un peu on va aller peut-être un petit peu plus dans l'opinion L'opinion publique. publique. Ouais, Ok. ouais. Je pense que avec le Super Bowl qu'on a eu, c'était un très beau match. Ouais. T'écoutes-tu le football? J'ai pas écouté le T'as Super pas Bowl écouté cette le année, Super Bowl, j'étais comme trop Trop il fallait que je me occupé. C'est bon. prépare C'est à un une bonne débat réponse. et tout ça. Bonne réponse. Politicien qui me dit, ouais, bah, j'ai écouté le Super Bowl. Oh, c'est quoi là? Tu travailles pas? Non, je mais comprends c'est la pas. campagne. Je Normalement, je comprends pas. l'écoute. Normalement, on se fait des plans avec mon frère, mon mari, on l'écoute, mais là, c'était pas possible. Bonne réponse, campagne. Super Bowl, show de la mi-temps, Kendrick Lamar, ça a été attendu depuis l'année Qu'est-ce dernière. qui s'est passé? Après son show, C'est son live, show, il y en a qui l'ont aimé. C'est On a tous entendu parler de ça. Exact. Fait qu'il y en a qui ont aimé le show, il y en a qui l'ont pas aimé. Mhm. Puis il y a beaucoup de monde, certaines personnes publiques à la radio, qui ont été très critiques. On parle de Rémi Lacroix, Nathalie Petrowski, Gilbert Delorme. On critiqué en disant que, il y en a un qui, je pense que c'est Rémi Lacroix qui a dit, des gangs de rue ont pris possession de ma télé et tout, qu'est-ce qui se passe? malade. Rémi Je trouve Lacroix. ça vraiment malade. Ouais, Gilbert Delorme qui dit, les gens, ils disent n'importe quoi, ces gens-là, c'est du blablabla, du wa-ra-ra, puis tout. Nathalie, je pense que Nathalie, elle a fait son émission à la radio avant le show en disant que comment on laisse quelqu'un comme Kendrick Lamar qui traite un autre gars de pédophile faire le show de la mi-temps. Puis un peu, Tout le monde est content un peu, là-dessus, là. il bâche un peu la culture, cette culture noire où est-ce que le hip-hop est surtout ancré. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Es-tu de cet avis-là? As-tu pensé Oh. que c'était... Hey, look, I'm just... Le O est sorti real quick. Ça veut tout dire. J'ai eu ma réponse. Bon, j'ai beaucoup chippé. J'ai Mhm, beaucoup chippé. Vas-y, laisse-toi aller. Regarde, moi, ouais. je vais laisser penser. Pendant ce temps-là, je vais expliquer un peu. Tu sais, de un, je pense qu'ils se sont laissés aller parce que c'était beaucoup genre... Ils vont avoir l'excuse de dire c'est la culture américaine. C'est pas les gens ici, là, qu'on vise. On vise les gens aux États-Unis. Culture américaine, ça, c'est toujours ça leur excuse. On n'est pas aux États-Unis, nous autres, c'est Un noir, c'est un noir Mais- qui soit... Exactement, c'est ça qu'il faut qu'ils commencent à comprendre. C'est ça qu'il faut qu'ils commencent à sur la comprendre. planète, c'est un noir. Il faut qu'ils commencent à comprendre que cette culture hip-hop-là, elle est plus que juste la culture américaine, de un. Ce qui, clairement, il ne comprend pas. C'est comme moi qui vois des gens qui dansent le rigodon, et qui disent, yo,
C'est toutes des congénitales. Parce que moi, c'est ça que je connais. C'est ça que je connais. Je suis raciste. C'est toutes des congénitales qui sont en train de danser. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils font. C'est quoi ce fucking bordel-là? Je comprends rien de leurs chansons puis tout. Ça, je pourrais jamais dire ça. Je suis cultivé. Je sais que ça fait partie de la culture québécoise du rigodon. Je sais que ça, il y a une histoire derrière ça. Il y a des artistes importants qui ont, fait, même si que je le comprends pas, je comprends le principe que dans de la musique, dans de l'art, il y a une culture derrière ça. Ça veut représenter une réalité. Puis qu'à chaque fois, tu as l'audace de rabaisser ça parce que tu ne la comprends pas. C'est juste de l'ignorance que tu montres. C'est des adultes, malheureusement, que je trouve très ignorants, puis que si je vois dans la vraie vie, je ne pourrais jamais respecter. Parce que tu te permets de juger quelque chose. T'as le droit de pas aimer. T'as le droit, là. Mais tu peux pas juger la culture, l'histoire, la réalité de quelqu'un. Je trouve ça aberrant. C'est vraiment difficile à répondre parce que, comme je dis, c'est comme j'ai un peu dit, en fait, ça fait tellement de fois qu'on voit des choses comme ça. Puis je pense pas que, tu sais, quand tu as une telle tribune, que tu puisses être aussi ignorant. Tu peux dire des choses ignorantes. Tu peux dire des choses ignorantes. Oui, en fait, c'est-à-dire que je pense que c'est plus que l'ignorance et c'est ça que je trouve vraiment difficile. C'est ça qui me fait soupirer. C'est ça qui réveille en moi la fatigue de toujours revenir au même genre de discussion quand il s'agit des Noirs, en fait. Je parle pour moi, hein, mais lorsque je vois un élément culturel qui est loin de moi, j'ai pas le réflexe automatique de diminuer ce que je vois. C'est-à-dire, je peux ignorer, c'est-à-dire que je peux ne pas être au courant de des racines je sais pas, de la forme d'art à laquelle j'assiste. Je peux trouver ça curieux, c'est de l'art, donc ça suscite en moi de l'émotion. Mais avoir le réflexe, comme premier réflexe, de diminuer et de dire que cette forme d'art a une moindre valeur, pour moi, c'est plus que l'ignorance. Pour moi, c'est considérer que tes référents culturels sont au-dessus des personnes que tu vois. Et pour moi, il y a une définition pour ça. Et mettre tes référents au-dessus de ceux des autres, malheureusement, dans notre histoire humaine, ça a amené à des choses extrêmement malheureuses et douloureuses. Donc, je pense que, en fait, moi, je veux vraiment faire un shout-out à toutes les personnes qui ont osé en parler parce que, honnêtement, c'est tellement épuisant. Je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous qui se sont tus, qui sont encore en train de digérer, qui sont encore en train d'essayer de comprendre les émotions qu'ils vivent. Et quand on peut se relayer pour être en mesure de exprimer le fait que ça n'a pas de bon sens, genre, je remercie ces personnes-là qui ont pris le temps de l'exprimer. J'ai vu différentes personnes qui se sont exprimées là-dessus, qui ont été même émotifs en ligne. Je pense que c'est comme important de rappeler, écoutez, là, c'est peut-être une culture que tu connais pas, mais tenir des propos où tes propres référents culturels sont supérieurs à ce que tu vois, je pense qu'il faut rappeler que c'est du racisme. Parce que, regarde, moi, j'ai regardé, est-ce que j'ai aimé le halftime show de Kendrick? Non. Je suis un fan de Kendrick, j'adore ses chansons, mais halftime show de Super Bowl, moi, personnellement, je m'attendais à un show, à avoir des gros hits, que tout le monde bouge, qu'il y a des lumières partout. C'est pas ça que j'ai eu. Donc, j'ai pas aimé. Et je vais pas plus rabaisser, comme je m'en tiens à ça, genre. Puis ça, c'est tout ce que je regarde, même quand que je comprends pas quelque chose, j'ai le droit de pas aimer quelque chose. Puis j'exprime mon opinion de manière cultivée, quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il dit, qui veut pas froisser. Je pense qu'ils veulent froisser ces gens-là. Tu sais, ils sont à la radio, je pense que c'est leur objectif. Je pense qu'ils font exprès, puis je trouve ça wack quand on en parle beaucoup, qu'on nomme leur nom. Sincèrement, c'est des gens que je connais pas. Je les connais pas, ces gens. Je les écoute pas dans mon régulier. Donc, cool, c'est comme si tu étais dans ton salon. Moi, je considère ces gens, c'est comme s'ils étaient dans leur salon, ils ont dit quelque chose. C'est leur opinion. Ben, c'est plus le fait que quand tu sais, si à l'inverse, on fait ça, ok. Admettons, là, c'est Céline Dion qui fait le show de la mi-temps. Puis qu'on dit sur notre tribune, nous, on dit sur notre podcast, on dit, Céline Dion ci, Céline Dion ça.
penses-tu pas que le Québec en entier va venir sur nous? Parlant de pédophilie. Ouais, non? Tu comprends? Je veux dire, c'est la même manière. Je veux dire, j'ai le droit de ne pas aimer, exemple, Céline Dion, mais je respecte la personne, je respecte son art. Exact. Tu comprends? Fait que je fais la même chose par rapport à d'autres, que ce soit un rappeur d'ici, un rappeur américain ou, je respecte. Dis que tu connais pas, dis que tu parles pas anglais puis tu comprends pas qu'est-ce qu'il dit, au lieu de dire que c'est du waouh. Dans une situation professionnelle de même, ouais, je pense que. Je veux dire, t'es quand même un professionnel, t'es sur une chaîne de radio, puis dans le fond, tu parles de gang de rue, mais tu te rabaisses au niveau des gangs de rue en disant des stupidités. Et il y avait un Québécois qui était dans les danseurs. Fait il y avait même du monde de nous, de chez nous, qui étaient. Là, ils vont dire, ah, mais c'était un noir. Oui, c'est ça. Oui, il y avait un Québécois noir qui était là-bas. Puis est-ce que c'est un gars de gang de rue? Non. C'est un danseur qui avait une opportunité de faire un spectacle que t'as pas aimé. Comme tout spectacle que tu peux aller voir dans la vie. T'as le droit de pas aimer. Je trouvais ça un petit peu déplacé, puis sensationnaliste un peu, là. Je pense qu'ils s'attendaient à avoir une grosse réaction, puis c'est ce qu'ils voulaient aller susciter, là, avec leur Ouais. Puis, tu sais, le pire, c'est que, tu sais, moi, je pense que j'ai un peu ta perspective, c'est-à-dire, c'est le genre de halftime show que tu dois regarder comme plusieurs fois, puis tu dois regarder les analyses, puis tu te rends compte que, en fait, tout le monde le sait, là, Kendrick Lamar, c'est un génie, là. Donc, tu sais, ça nous prend plusieurs fois, tu sais, regarder son show, puis comprendre les références qu'il a mis dedans pour apprécier l'œuvre artistique qu'il a fait. Mais voilà, donc en fait, l'art, c'est fait pour ça, c'est fait pour débattre, c'est fait pour parler des émotions que ça nous a suscité. Mais quand tu commences à, c'est ça, rabaisser voilà, une proposition artistique parce que c'est pas le genre de proposition artistique avec lesquelles tu es habitué, moi, ça me fascine, en fait, la capacité que certaines personnes ont de faire ça. Comment, je sais pas moi, comment je vais regarder le show d'un des peuples autochtones et puis commencer à mettre sur un piédestal mes référents congolais. I'm like, je comprends pas comment on fait ça, en fait. Ça va susciter de la curiosité, de l'émotion, une émotion peut-être positive, peut-être négative, mais de là à dire que mes référents sont supérieurs, je n'ai absolument pas ce réflexe et je suis fascinée par le fait que les gens aient ce réflexe. Ça me dépasse, en fait. Et donc voilà, mais je pense qu'il faut le soulever à chaque fois qu'on le voit parce que, puis je vais peut-être finir là-dessus, c'est-à-dire on vit dans un monde où il y a beaucoup de clivages, puis quand on a un micro, là, comme ajouter de l'huile sur le feu, là, c'est vraiment irresponsable, en fait. C'est vraiment irresponsable. Tu sais, je pense qu'il faut comme tu as dit, tu peux comme exprimer l'émotion que ça t'a suscité, avoir des conversations et tout, mais on a assez de clivages dans la société pour comme prendre un micro puis commencer à ajouter de l'huile sur le feu, là. Ouais. Définitivement. Good. Ceci étant dit, on va terminer avec un petit jeu. Fait qu'on va te poser... on va te donner 2 choix. Ça peut être des personnes, des personnalités publiques. Ça peut être de la nourriture, des films. On donne 2 choix, puis tu nous dis lequel que tu préfères. OK. C'est good? Ça? Montréal, Québec. Oh my God! Moi, j'ai choisi Montréal. J'ai grandi à Québec et puis, c'est OK, quand je traverse le pont, il y a comme une forme d'apaisement, mais j'ai choisi Montréal pour la diversité des quartiers, pour la vitalité culturelle, pour les opportunités. C'est pour ça que depuis 15 ans, je choisis Montréal. I like that. On a Eddie Murphy ou Dave Chappelle? Moi, j'ai plus connu Eddie Murphy. Coming to America. Ouais, j'ai plus grandi avec Eddie Murphy. Ouais. Je dirais, voilà. Vas-y, Caleb. Kendrick ou Drake. Ou Drake? Oh my God. J'ai envie de dire Kendrick parce que tu sais, je pense que je dois comme continuer à découvrir ses œuvres, là. Mais c'est ça, je pense que c'est le genre d'artiste un peu génie, façon, là. Donc, voilà, j'ai envie de continuer à découvrir l'œuvre de Kendrick. Donc, je vais dire Kendrick. OK. Gedwig ou Erika?
Ouais, mais pourquoi? C'est comme ça. Mais ça fait non, partie du jeu. non. Il faut répondre. Impossible. Non, mais non, je peux pas. Vous êtes même plus dans la même équipe maintenant. Oh, non, c'est exactement la même équipe, je peux pas. En plus, les deux, je les aime d'amour, donc impossible. Tu vois, c'est impossible. Ok, on va te permettre d'en sauter une. Vélo ou auto? Ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire? C'est vélo ou auto? C'est toi qui choisis. Vélo Ça dépend ou auto? ce que tu veux dire. Moi, la vérité, là, la vraie vérité, c'est que j'aspire à, comme, davantage utiliser mon vélo. Moi, je pense que les gens comprennent pas à quel point... Tu sais, nos parents, dans les années 86, c'était ouais, t'arrives ou 80, whatever, où t'arrives en Amérique, t'as la voiture. Aujourd'hui, là, comme, les gens en vélo, ils bolent, là. Les gens en vélo, ils volent. Non, les vélos, vérité, ça coûte cher. Non, c'est vrai que... c'est comme quand tu vois, puis moi, je vois là des jeunes black entrepreneurs sur leur vélo électrique cuissard. I'm like, oh, c'est ces gens-là qui volent maintenant, là. C'est plus comme avant, nos parents arrivaient dans les années 80, genre 80, puis c'est comme la personne dans sa BM. Non, mais est-ce que vous êtes, les gens qui ont leur vélo électrique ou whatever, ou tout le gear de vélo, si tu vas chez eux, tu comprends que c'est eux qui volent. Donc, voilà. Un gros flex. Aspiration, vélo, comme ça. Puis je pense qu'il y a une sensation de liberté aussi quand tu fais du vélo pour vrai. Tu sais, comme, il y a ce, je sais pas, l'air qui passe, l'air que tu sens, le fait de voir un peu mieux, finalement, ce qu'il y a sur la rue quand tu fais du vélo. Je sais pas, il y a aussi cette sensation de liberté. Je comprends ce que tu veux dire par celle de la voiture, mais je pense que les vélos amènent autre chose. Donc, j'aspire à devenir une cycliste qui vole. Fait que réponse vélo. C'est ça. C'était beaucoup pour dire vélo. C'était beaucoup. Excellent. Nourriture africaine ou nourriture québécoise? Africaine. Non, c'est pas très compliqué, ça. Oui. C'est la nourriture qui fait vibrer mon cœur, là. Genre banane, plantain, aloco. Ouais, non, c'est ça. Okay. Ça OK. Dernier. C'est pas un choix de réponse, mais j'aimerais savoir c'est quoi ton alcool préféré, ta sorte d'alcool préférée. Ben là, ça dépend encore, là. Est-ce qu'on parle genre de vin, cocktail et tout? Je te jette sur une île déserte, OK? T'as rien d'autre, mais je te permets d'avoir une sorte d'alcool. Laquelle que tu veux. Du vin. Ah ouais. Rouge, blanc? Plutôt rouge. Rouge. Ouais. Ouais, le vin, là, comme tu me drops Moi n'importe aussi, je suis dans ma phase de vin, là, en ce moment. Ouais. Là, Ah ouais, non, moi, c'est pas une phase. Moi, c'est... Voilà. moi, c'est une phase parce que c'est une découverte, en fait. Ouais. Donc, je me dis, éventuellement, j'aimerais ça découvrir autre chose. Ouais. Hein? Donc, j'ai eu ma phase de whisky, bourbon, j'ai eu ma phase de bière, j'ai eu ma phase d'alcool fort. Quand on était jeune, là, on buvait n'importe quoi qui était fort. Maintenant, le vin, j'apprends à apprécier ça, je reprends. Mais éventuellement, je vais plus connaître tout le reste des vins, là. Je vais trouver mon vin à moi, c'est lui que j'ai aimé boire, puis je vais vouloir découvrir autre chose. Mais c'est à moi de découvrir les vins, tu sais, découvrir un bon vin autour d'une discussion avec des amis, sur la politique, là, pour moi, c'est comme synonyme de bonheur. Ah ouais. Nice. Donc, on sait que la prochaine fois, il faut avoir une bouteille de vin. C'est ça. Noté. C'est noté. Et écoute, un gros merci. Oh, c'est déjà fini? Oh, Yes. Oui. On va pas avoir plus de ton temps. Là. Je sais que t'as beaucoup de choses à faire. T'as beaucoup de travail. Fait que, mais tu sais, ça va être une occasion de te revoir, de te réinviter encore aussi quand tu seras mairesse. Ouais, absolument. Bonne chance pour la course. Merci. Puis, merci beaucoup. À toi et à ton équipe aussi par la suite que tu vas vouloir diriger là, pour pouvoir répondre à nos besoins. Ouais. Donc, mais on se reverra. On se reverra là. Restez authentique et faites-nous pas honte. Ah ouais, absolument pas. Absolument pas. Vous allez être fiers. Merci. Bon, all right, guys. Guys. Ciao. Peace. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.